Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyages, de la culture ou bien de la vie de tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, cette semaine on va stresser, on va avoir les dents qui claquent, on va flipper grave, enfin on verra en tout cas car on va se poser cette question qui peut être, ma foi, fort légitime. Est-ce que c'est finalement stressant de vivre au Japon ou pas du tout? Mais avant, vous le savez, il y a un truc qui est pas du tout stressant parce qu'on comprend jamais ce que c'est le sommaire de cette émission. Et en vrac, on va parler d'Anu, oui, pourquoi pas, d'un parc qui n'en est pas un, et de meubles, oui, les sommaires sont de plus en plus pourris, j'en ai bien conscience, mais j'aime bien ça. Mais allez-y, on retourne au focus de cette semaine, et je vais tenter de répondre à cette question qu'on m'a déjà finalement posée pas mal de fois. Est-ce que c'est un peu stressant de vivre au Japon, de partir? Bon, il y avait aussi souvent dans cette question la notion de tout quitter, mais là je ne vais pas mettre ces notions-là, je ne vais pas mettre la notion de partir loin de sa famille, etc. et autres, ça pourrait l'être, mais c'est plus le côté vie au Japon. Est-ce que c'est stressant finalement la vie au Japon en tant que telle? Car oui, sur le papier, des facteurs de stress quand on part vivre au Japon, peut y en avoir quand même quelques-uns. On va essayer de les lister en vrac, mais entre autres, le fait déjà de partir vivre dans un pays étranger, ça reste stressant dans n'importe quel pays. La langue qui n'est pas l'une des plus easy aussi, les plus faciles pour l'immersion et pour pouvoir se débrouiller dans la vie de tous les jours. Les différences culturelles qu'on va rencontrer et les fameuses catastrophes naturelles. Ça peut faire pas mal de points qui pourraient décourager, voire limite beaucoup angoisser certains avant leur départ. Je vais pas vous mentir, on va commencer dès le début. Oui, ça peut être stressant d'aller s'expatrier au Japon, voilà. Mais, car il y a un mais, vous vous en doutez bien, ça va beaucoup dépendre de vous au final et de votre aptitude à gérer ce stress. Un des gros facteurs de stress au Japon, je pense, même le principal, ça va sûrement être les catastrophes naturelles. Le Japon, de ce côté-là, c'est quand même pas le pays le plus safe du monde. Autant côté criminalité, on est plutôt quand même peinard dans l'ensemble, autant côté attaque de Godzilla, on n'est pas franchement les mieux placés le jour où Godzilla va pas être content en habitant au Japon. Je vous le rappelle, par rapport à mon expérience personnelle, en 2018, j'ai eu en vrac à Kyoto le plus gros tremblement de terre de la région depuis une cinquantaine d'années, le plus gros typhon depuis 40 ou 60 ans, je me souviens plus, l'été le plus chaud depuis pareil 50 ans, et mine de rien, ça a peut-être été le truc qui m'a peut-être pas fait le plus stresser, mais qui m'a le plus fait chier, et des inondations de la Kamogawa qu'on n'avait jamais vues auparavant, pareil depuis des dizaines et des dizaines d'années. Bref, une belle année de merde, comme on appelle ça, pour m'accueillir. Il ne manquait que le Godzilla de Noël et on était bon. Même c'était un peu la blague que je faisais avec mes potes. Je me disais, bon, là, on est bientôt à la fin de l'année. Pour les fêtes de fin d'année, je m'attends à une attaque de Godzilla parce que si je regarde les checks de ce qui aurait pu arriver, c'était le dernier truc qui manquait, quoi. Alors, si vous êtes quelqu'un de très stressé par nature, c'est clair qu'avec tout ça, vous risquez de devoir faire avec et ça va pas être simple, ça va être un petit peu compliqué. En plus, on va vous mettre dans l'ambiance dès le début. Dans mon contrat de location, je me souviens, il y avait des clauses par exemple qui étaient très drôles, anti-tsunami géant. Alors c'était pas écrit géant, mais c'était une clause dans mon appartement au cas où il y aurait un tsunami. Ah, j'ai envie de dire, je vous invite à faire un petit, pour ceux qui sont pas très bons en géo, à taper Kyoto sur Google, regardez la map du Japon et situer Kyoto. S'il y a un tsunami qui débarque sur Kyoto, il y a quand même peu de chances qu'on ait beaucoup de discussions au niveau de l'assurance, etc. Je pense qu'il n'y aura plus de Japon. Kyoto étant quand même bien au centre du Japon, s'il y a un tsunami, je pense qu'il n'y a plus de Japon, il n'y aura pas de problème d'assurance, il n'y aura pas de problème de oui, non, quand même, j'avais signé ce contrat. Bon, je pense qu'il n'y aura plus personne vraiment pour en discuter. Donc, oui, on va tenter de vous faire flipper quand vous allez arriver au Japon, clairement. Et je ne vais pas vous dire non plus que c'est easy. Forcément, mon premier tremblement de terre, c'était hyper impressionnant, surtout que c'était un gros quand même. Alors, c'est pas un tremblement de terre comme certains ont pu le vivre, par exemple, quand il y a eu Fukushima à Tokyo, où il y a plein de trucs qui sont tombés chez moi. Moi, finalement, il n'y a pas tant de trucs qui sont tombés de mes meubles. Il y a eu quelques petits trucs qui sont tombés de mes meubles, mais c'était pas, Je pense qu'il y a, eu- il y a des tremblements de terre qui étaient beaucoup plus impressionnants que celui qu'on a vécu. Mais il faut savoir que Kyoto, c'est pas forcément une région, normalement, qui est très touchée par les tremblements de terre.
Voilà, c'est pas les régions de Tokyo, c'est pas le nord du Japon, c'est pas non plus Kumamoto ou d'autres endroits. Kyoto, en général, c'est assez safe. Mais bon, c'était le cas aussi à Kobe, et c'est pour ça même qu'à Kobe, bah, ils n'avaient pas vraiment vu le truc venir, vu qu'il n'y avait pas souvent de tremblements de terre. Ils ont un peu construit n'importe comment, et le jour où il y a eu un gros tremblement de terre, eh ben, ils ont pris cher, voilà, malheureusement. Donc voilà, les tremblements de terre, bah oui, ça va être très stressant. Surtout que je vous ai dit que bah, c'était quand même impressionnant. Moi, j'ai vu mes murs bouger vraiment de mon immeuble de gauche à droite. Quand je dis les murs bouger, c'est pas une expression. C'est pas genre ça tremblotait. J'ai vraiment vu mes murs se plier, voilà, de gauche à droite. Et bah, comme vous prenez, je sais pas, une planche un peu en métal souple et vous la bougez de gauche à droite, et ça se pliait vraiment. Et bah, quand on sait pas si c'est normal ou pas, ça, voilà, ça c'est pas hyper genre, oh, c'est rigolo. Parce que vraiment, j'avais l'impression que l'immeuble était, enfin, que mes murs étaient en train de se plier. J'étais au huitième étage, donc bah oui, j'étais pas rassuré, hein, voilà. Mais il y a quand même un facteur qu'il faut prendre en compte dans tout stress, c'est que l'être humain a quand même une faculté, en général, à vite oublier les mauvais moments. Rappelez-vous, quand vous avez fait, je ne sais pas, vous aviez une rage de dents parce que vous vous êtes mal lavé les dents pendant un moment et vous dites ah, plus jamais, j'en ai tellement chié, maintenant je me lave les dents super bien tous les jours, je ferai hyper attention à mon hygiène dentaire. Bon, et puis bah voilà, après, au bout d'un mois, 2 mois, vous reprenez vos habitudes et puis vous avez complètement oublié que vous en avez bien chié, et cette bonne résolution que vous étiez mise, vous aviez inscrit dans votre cerveau. Bon, bah là, c'est pas une bonne résolution parce que vous n'êtes pas. Ouais, bah moi, j'arrête les tremblements de terre, hein, c'est fini. J'ai décidé que moi, stop, voilà. Je l'ai écrit sur un papier, il n'y en aura plus. Bon, ça marche pas comme ça, hélas. Mais bon, bah voilà, on oublie, voilà, ça passe et puis on fait avec et on n'y pense plus. Mais bon, ça va dépendre des gens. Si je sais que j'ai rencontré par exemple des gens qui avaient été très traumatisés par le tremblement de terre qui s'était passé bah, lors des événements Fukushima. C'était des gens qui habitaient Tokyo. Et je sais que maintenant, ces gens-là, par exemple, vivent toujours, enfin, ils ont toujours avec eux une trousse de survie parce que ça leur avait fait vraiment peur. Voilà, ils avaient vraiment eu très très peur. Et maintenant, bah, ça peut paraître un peu idiot, mais je pense que c'est pas totalement bête que ça parce que bah, c'est toujours cool. Le jour où ça vous arrive, je pense que vous êtes content si vous êtes sous des décombres ou enfermé quelque part, d'avoir votre petite trousse de survie, d'avoir votre casque, vous savez, votre lampe torche casque que vous pouvez mettre sur la tête, d'avoir une petite bouteille d'eau avec vous, d'avoir voilà, tout ce qu'il faut, le minimum, quelques pansements, quelques bandages. Ça pourra peut-être vous sauver. Donc c'est pas si bête que ça, mais c'est vrai qu'on se dit bon bah ouais, vivre avec tout le temps avec ça, c'est quand même pas très pratique. Mais il y a des gens effectivement bah, qui vont pas y penser tous les jours, mais c'est présent dans leur vie. Donc ça va vraiment dépendre aussi de votre caractère, puis bah, le fait d'avoir vécu. C'est-à-dire que je pense que ces gens-là, avant d'avoir vécu ça, ne vivaient pas avec ce stress-là. Et puis bah, un jour, ils ont eu un très gros tremblement de terre, et puis depuis, bah, ça les a marqués, et ça fait partie de leur vie maintenant, même si ça leur pourrit pas la vie, qu'ils sont pas rentrés en France finalement, hein, donc ils restent quand même vivre au Japon. Mais ça les a quand même marqués et ça les fait un petit peu stresser de temps en temps. Et je pense quand il y a des secousses, quand il y a des répliques, bah ça vous fait repenser, même quand c'est des petites, ça vous fait repenser à ces mauvais côtés où vous dites ah merde, peut-être que ça va être une nouvelle, peut-être va y en avoir une grosse bientôt. On oublie vite, mais ça revient vite aussi, hein, comme je le disais. Mais bon, je vous le disais, moi j'étais vite passé à autre chose finalement, hein. Bien sûr, hein, les premiers soirs, bah, comme tout le monde, enfin comme tout le monde, comme d'autres gens un peu, voilà, j'étais un peu plus paniqué que d'habitude. J'avais préparé un petit sac de survie. Alors c'était pas des bandages et tout ça, mais c'était plus le genre, bah, s'il y a un tremblement de terre, il faut vite que je sorte de chez moi. Je suis dans un pays où je parle pas la langue, c'est un peu compliqué, etc. Bah, en fait, j'avais un petit sac à dos où j'avais mis bah, ma carte bleue. Alors ce qui est un peu con parce que quand il y aura un tremblement de terre, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de choses qui marchent avec des cartes bleues, mais j'avais ma carte bleue, mon passeport, ma carte de résident, quelques infos, mon portable, ma batterie pour charger mon portable au cas où, pour avoir un Google Maps ou un truc comme ça. Genre de conneries, voilà, j'avais mon petit sac avec un petit t-shirt, ou je sais plus, il y avait peut-être un caleçon. Non, je devais avoir un t-shirt parce que je pense que je dormais torse nu pendant l'été, ou pendant les chaleurs. Donc du coup, j'avais tout ça, ouais, qui était prêt dans un petit sac à dos que je mettais à côté de moi, à côté de mon canapé lit quand je dormais. Ça m'a duré pendant plusieurs jours, peut-être des semaines, je m'en souviens plus. Puis bon, après, j'ai arrêté, hein, forcément, comme je vous le dis, on oublie. Puis on laisse peut-être une bonne habitude finalement de côté, ce qui est peut-être un peu bête, mais bon, c'est comme ça. Et bah oui, surtout que bah, vous le savez sûrement, lors d'un tremblement de terre, il y a des répliques après. Et souvent, les répliques peuvent être largement plus dévastateurs finalement que le premier tremblement de terre. Je me souviens plus exactement quelle était la règle, hein, mais je me rappelle qu'on m'avait dit qu'au bout de X jours, s'il n'y a pas eu de grosses répliques, alors ça ira.
mais en attendant, pendant ces quelques jours, vous êtes sur le qui-vive parce que vous vous dites: «Bah, s'il y a une grosse réplique, ça peut être la merde». Donc voilà, pendant ces jours-là, vous êtes un peu genre enfin moi je me rappelle que j'étais un peu en mode, «Bon, bah, faut faire attention quoi» parce que, on a X jours avant de savoir si, bon, finalement, on va être tranquille. Ce qui est un peu débile parce que, ça veut pas dire pour autant que qu'1 mois après, il va se retrouver qu'il va se repasser quelque chose. Donc voilà, le stress, il va être quand même vous allez en avoir, il va être un peu présent. Même si vous êtes un mec hyper cool, je pense que vivre un tremblement de terre, vous allez pas faire: «Oh, c'est rigolo, c'est sympa, vivement le prochain». Ouais, il y a quand même peu de chances, je pense que ça va quand même vous stresser un petit peu. Et puis donc en 1 an, comme je vous l'ai dit, c'était pas la meilleure année, hein, mais du coup, il y a eu quand même de quoi stresser pour le coup. Voir la Kamogawa monter et déborder sur le chemin, j'avoue, c'est pas le truc qui a été le plus stressant pour moi, parce que c'était une inondation et franchement, je trouvais qu'on en faisait des caisses pour pas grand-chose. Moi, j'étais en cours, on avait des alertes par contre qui sonnaient sur les portables toutes les 5 minutes et notre prof même, ça commençait à le stresser d'entendre, les sonneries. La première sonnerie, il fait: «Oui, c'est pas grave, il y a une alerte, on fera attention, vous inquiétez pas», machin et tout. Puis tous les 5 minutes, il y avait une sonnerie, puis au bout d'un moment, il regardait le portable d'un élève, et puis il lisait, puis il regardait de plus en plus, et puis au bout d'un moment, on sentait qu'il commençait à s'inquiéter, et puis il nous a même dit de rentrer chez nous avant la fin des cours, à la moitié en gros de la journée. Alors que c'était pas vraiment le genre de la maison, hein, c'était plutôt du genre: «Oh, il y a un typhon, bah vous venez quand même, hein». Je me souviens que, alors je crois que c'était le tremblement de terre justement, le tremblement de terre, quasiment toutes les autres écoles, parce qu'on connaissait d'autres élèves dans d'autres écoles, avaient fermé pour le jour du tremblement de terre, parce que il y avait un tremblement à 8 heures du matin. Toutes les autres écoles avaient fermé, voilà, avaient dit: «Bon, bah, aujourd'hui, vous venez pas à l'école». Nous, ils avaient dit: «Oui, ça va, c'est passé. Enfin, c'était 8 heures du mat, vous venez maintenant les gars, enfin, ça va quoi, on va pas pas rester la journée dessus quoi». Donc voilà, c'était pas du genre, on s'en fout quoi. Genre même les écoles publiques avaient fermé et cetera, mais nous, on était allés à l'école ce jour-là. Donc là, il était vraiment très stressé. Mais alors, pourquoi je ne sais pas, peut-être que pour rentrer chez lui, il fallait qu'il traverse une rivière, je n'en sais rien. Parce que, honnêtement, bon, j'ai vu la rivière et c'est vrai qu'elle avait bien monté et il y aurait pu avoir effectivement des gros dégâts. Il y a eu des gros dégâts, hein, même à Hiroshima, il y a eu des gros dégâts à ce moment-là à cause des inondations. Il y a eu des gros dégâts aussi dans la région de Kyoto, dans des coins un peu plus reculés. Mais moi, dans le centre, honnêtement, je voyais la gueule de la Kamogawa, je voyais jusqu'où elle devait monter pour vraiment arriver jusqu'à chez moi. Bon, après, c'était un peu égoïste, hein, c'était jusqu'à chez moi, il y aurait peut-être eu des gens qui auraient eu des problèmes entre-temps. Mais la Kamogawa, elle est quand même bien, bien en contrebas. La Kamogawa, c'est la grosse rivière. Bon, il aurait fallu quand même du temps avant qu'elle arrive vraiment à déborder, qu'elle arrive en ville. Mais bon, ça aurait pu être possible, hein. Et donc du coup, bah, on a eu notre après-midi, c'était un vendredi, je me souviens, un vendredi après-midi, donc du coup, on a eu pu avoir un gros week-end. On était même allé voir, du coup, la Kamogawa, j'avais fait une photo, qui était la Kamogawa qui était toute marron, toute marronasse. Et si vous êtes déjà passé à Kyoto, vous avez dû voir la Kamogawa, l'eau, elle est pas bien profonde, hein, on peut marcher dedans, on peut la traverser, mettre les pieds dedans, ouais, vous avez pied, quoi. Là, en fait, et puis il y a des gros chemins de chaque côté pour se balader. Là, en fait, les gros chemins, effectivement, étaient inondés. On ne pouvait pas marcher sur ces gros chemins qui sont dans la Kamogawa et qui sont quand même bien au-dessus déjà de la petite rivière. Donc c'est vrai qu'elle avait beaucoup monté. Mais bon, ouais. Moi, j'ai pas trouvé ça stressant, mais il y avait beaucoup de gens qui ont stressé. Puis il y a des gens qui n'ont pas pu rentrer chez eux parce que les trains étaient coupés, des choses comme ça. Mais voilà, c'est les catastrophes naturelles. Au Japon, on va dire que ça arrive quand même assez souvent et vous pouvez avoir un petit côté anxiogène, voilà, en vivant au Japon. C'est des catastrophes naturelles qu'on n'a clairement pas chez nous, on va dire très rarement, car oui, chez nous aussi, parfois, il y a des éboulements, il y a aussi des montées des eaux, hein, ça arrive, mais on va dire qu'au niveau de la régularité et enfin, la régularité, c'est pas le bon mot, mais ça arrive beaucoup plus souvent, je pense, au Japon que chez nous. Après, j'avoue, j'ai pas cherché scientifiquement si c'était vrai, peut-être qu'en fait, finalement, pas tant que ça. Bon, les tremblements de terre, je pense que c'est sans aucune mesure, hein, vous le savez. Mais voilà, ça peut être assez compliqué. Puis il y a parfois aussi des alertes tsunami, des alertes au typhon. Et le typhon, c'est aussi super impressionnant, hein. Le grondement d'un typhon sur vos fenêtres, ou de voir des objets voler, et des vrais gros objets voler dans le ciel, hein, à côté de votre fenêtre. Je dis, si ça rentre dans ma fenêtre, ça va péter ma fenêtre, puis voilà quoi. Ça peut faire des dégâts. Voilà, et puis quand j'étais sorti après le typhon, après la fin du typhon, c'est très joli après un typhon parce qu'il fait un grand ciel bleu souvent. Le lendemain d'un typhon, c'est quand même souvent très magnifique. Une belle journée pour aller se balader le lendemain d'un typhon. Mais dehors, c'est vrai qu'il y avait certaines rues, c'était pas Jojo, quoi. Il y avait des maisons qui étaient totalement détruites, qui avaient perdu une partie de leur baraque, une partie de leur toit, etc. Donc, moi j'habitais dans un immeuble assez moderne, donc j'avais pas trop de problème là forcément, même si le typhon avait pété un- une séparation entre mon balcon et le balcon du voisin. Voilà, il y avait une genre de
petit truc qui séparait en plastique, enfin je sais pas en quel métal, mais le plastique n'étant pas un métal, vous le savez. Voilà, mais il y avait quelque chose qui protégeait, enfin qui faisait, qui séparait nos deux balcons, et effectivement, ça, j'avais pas remarqué ça tout de suite, hein, je l'ai remarqué au bout d'une semaine, que ce truc-là était pété. Mon voisin n'habitait plus à côté de chez moi à cette époque-là, donc voilà, il y avait, et puis il y avait beaucoup de choses qui ont été cassées. Donc bah, ça aussi, hein, il faut vivre avec, hein, comme je vous le dis, ça peut être un petit peu stressant, pardon. Donc si vous êtes stressé de nature, les catastrophes naturelles, ça va pas vous aider, hein. Mais doit-on du coup se dire, ok, non, il est trop compliqué pour moi, j'oublie le Japon, c'est vraiment trop dangereux, je peux pas quoi. Alors non, clairement, j'irai pas jusque-là, hein. Perso, encore une fois, hein, je vais être honnête, hein, je me suis pas senti stressé ou inquiet. Oui, après le gros tremblement de terre, encore une fois, j'étais pas super à l'aise, clairement. Je vais pas me la jouer genre ouais, je m'en fous, moi ça m'a fait marrer, je suis un bonhomme. Non, pas du tout, j'étais pas du tout à l'aise juste après le tremblement de terre, enfin pendant le tremblement de terre et juste après, j'étais pas à l'aise. Les jours qu'on suivi non plus, hein. Quand j'allais me coucher, je me disais bon, voilà, c'est faire gaffe quoi. Et surtout que c'était mon premier. Et comme je vous l'ai dit, bah, de voir les murs vraiment se plier en deux, quand on n'a pas l'habitude, on se demande si c'est normal, hein, et si le building il va vraiment pas vous tomber sur la gueule, hein. Mais au final, bah, comme je l'ai dit aussi, on oublie vraiment assez vite finalement. Et honnêtement, j'ai jamais vécu dans la peur ou le stress d'une catastrophe naturelle en me disant ah, il va peut-être y avoir un tremblement de terre bientôt, ah ouais, c'est dangereux. Même quand je suis parti au Japon, bah, que ce soit en vacances ou je suis parti comme ça, je l'avais pas en tête. Ce qui est peut-être un peu idiot, mais je l'avais pas en tête. Et en vacances, bah, j'ai jamais eu de tremblement de terre. Voilà. J'ai fait 3 mois de vacances au Japon, j'en ai jamais eu. Et à Kyoto, bah, j'en ai vécu un grand. J'ai eu des petites répliques de temps en temps. Et j'en ai vécu un mini à Tokyo aussi. Et j'ai vécu 2 typhons. Voilà, en une année, hein. Enfin, une année non, parce que j'ai fait une année et demie au Japon. Mais c'est vrai que quand je suis revenu, j'ai pas eu de catastrophe, je crois, naturelle. Mais l'année, en tout cas, où j'étais étudiant, effectivement, j'ai vécu tout ça sur un an. Mais de temps en temps, effectivement, bah voilà, ça arrive, hein, et sans prévenir, il y a l'alarme de votre portable qui sonne en pleine nuit. Encore plus quand c'est pour une fausse alerte, c'est très relou parce que déjà juste l'alarme, le son de l'alarme, c'est pas le plus zen du monde, hein, c'est même limite encore plus flippant que la catastrophe, voilà, vraiment. Et puis bon, font ça forcément, vous êtes sur le qui-vive, comme je vous le dis, hein, sur le moment ou les jours qui vont suivre, donc vous allez un petit peu stresser. Et encore une fois, en toute honnêteté, hein, le plus stressant dans la vie de tous les jours, bah, ça va être les documents administratifs qui arrivent surtout, comme quand moi, hein, vous ne parlez pas japonais et que vous habitez sur place, ou quasi pas. Alors, parce que oui, je vous vois venir, hein, vous êtes en train de vous la péter à votre JLPT4 fraîchement acquis. Ah, vous êtes mignon, hein, mais quand tu reçois un courrier de 7 pages de l'EDF du coin, ou qu'un Gus avec un uniforme et un casque sonne à votre porte, bah, vous vous doutez que les emmerdes commencent et que ça va pas être sympa à gérer. Là aussi, hein, tout dépend de votre caractère, hein. Les je m'en foutistes, bon, et je pense qu'ils vivront assez bien, et puis oh, encore, bah, je le ferai, on verra. Et s'en sortiront, bah, peut-être ou pas, hein, voilà, ils auront peut-être des ennuis, et puis ça va peut-être être la merde, puis au bout d'un moment, ils vont être stressés quand même le mec qui en avait rien à foutre, parce qu'il va se retrouver avec plein d'emmerdes sur le dos. Ou alors, bah, tout va se goupiller, puis oh, tout ira bien, puis c'est pas grave. Mais les gens qui sont un petit peu plus stressés de nature, ou qui veulent bien faire, tout simplement, hein, qui veulent, voilà, qui n'aiment pas mal faire, bah, par exemple, vous voulez pas vous dites, moi par exemple, c'est mon cas, hein, je suis pas forcément un grand stressé de nature, mais par contre, voilà, je me dis, bah, ça le fait pas de pas payer quelqu'un à temps, et puis bah, si j'ai pas payé mon électricité, ou que j'ai pas payé mon loyer, ou que j'ai pas payé mon truc, c'est pas bien, c'est pas cool pour les gens, voilà, pour moi, c'est la base, hein. Je sais qu'il y a plein de gens qui s'en foutent. Moi, c'est pas mon cas. Pour moi, bah, voilà, payer quelqu'un quand je dois un service, ça me paraît être honnête de le payer dans les temps et de pas être en retard. Et donc, du coup, bah, forcément, s'il y a le moindre problème là-dessus, bah, ça va un peu me stresser, ça va un peu m'occuper. Je vais me dire, bah, non, enfin, me préoccuper et me dire, bah merde, il faut que je règle le problème. On va sentir en gros la pression un peu monter. Et moi, par exemple, j'ai eu le cas avec une jeune demoiselle, hein, qui, après peut-être 3 semaines ou un mois de vie dans mon appartement au Japon, est venue sonner à mon appartement. Elle avait un petit uniforme, elle était plutôt mimi, elle semblait vouloir communiquer avec moi. Je me suis dit, ah, sympa, faisons connaissance. Est-ce que tu veux qu'on aille se balader? Bon, non, j'ai pas dit ça, bien sûr. Mais barrière de la langue oblige, en plus, hein, c'était un petit peu compliqué de communiquer. Mais bon, j'ai vite compris qu'elle n'était pas venue me vendre un calendrier de la poste avec des petits chatons, ou bien que c'était une fille qui me stalkait depuis 3 semaines, jour et nuit, sans relâche, car elle était tombée folle amoureuse de mon physique disgracieux. Non, j'avais bien compris qu'il y avait un problème de facture ou un truc dans le genre, et que j'étais dans le caca, quoi, mais sans trop savoir pourquoi, sans trop savoir qui elle était, pour qui elle travaillait et qu'est-ce que je devais faire finalement pour plus être dans le caca. Donc honnêtement, je me souviens plus comment ça s'est réglé vraiment à l'époque, mais je sais que ça s'est pas réglé directement avec elle, hein, que je lui ai pas dit bon meuf,
t'es mignonne, mais il va falloir que tu m'expliques clairement ton problème et puis on va régler le souci, t'inquiète, avec moi, il n'y a aucun problème. Non, bah non, on n'a pas trop réussi à communiquer. Elle m'a donné un papier, elle m'a montré le papier avec le doigt en me disant, ouais, et puis en se demandant est-ce qu'il a, je pense qu'elle est partie en se disant est-ce qu'il a compris qu'il fallait qu'il fasse quelque chose avec ça. Bon, je pense que moi j'en étais un peu au même niveau en me disant est-ce qu'elle a compris que j'ai rien compris et que bon, il va falloir que je regarde ce que c'est ce putain de papier. Donc voilà, j'ai dû utiliser Google Translate hein, et gérer tout ça et devoir payer effectivement parce qu'en gros c'était un truc tout bête, hein, mais c'est mon agence immobilière qui devait s'occuper de créer mon contrat et qui l'avait fait en fait. Enfin non, ils n'avaient pas fait, ils avaient pré-créé mon contrat, mais ils l'avaient pas finalisé. Et donc du coup, moi j'utilisais l'électricité, tout va bien, sauf que bah, mon compte était pas vraiment encore à mon nom, était pas actif. Donc bah, les mecs sont arrivés en disant bon bah t'es mignon, mais là tu utilises l'électricité sans payer, tu le sais. Non, je le savais pas, parce que moi il m'avait dit qu'ils s'occupaient de tout et que bah, j'allais recevoir une facture et que j'allais la payer quoi. En gros c'était ça quoi, mais sauf que bah, en fait ils n'avaient pas du tout activé mon nom. Donc bah, forcément l'EDF du coin n'était pas très content. Et j'ai le souvenir que tous ces petits couacs administratifs bah, ont été quand même assez énergivores au final, hein, au début hein, surtout. Hein. Forcément, c'est un petit peu stressant parce que vous en avez pas mal qui s'accumulent. Puis des trucs très simples qui sont très simples dans la vie de tous les jours en France ou qui peuvent être même un peu pas forcément simples et parfois emmerdants parce que vous comprenez pas ce qu'il faut faire, etc. Bah, là, vu que c'est en japonais, bah, c'est encore plus compliqué. Ça demande encore plus de temps. Des choses qui sont simples où vous allez recevoir une facture, on vous dit ah bah vous n'avez pas payé ce truc-là ou ah bah vous avez oublié d'envoyer tel document. Bon bah c'est chiant mais vous allez envoyer votre document. Ben là, vous recevez un truc, vous savez pas pour qui c'est, vous savez pas ce qu'on vous demande, peut-être que c'est juste une pub, et puis bah, vous allez traduire, mais parfois en traduisant, bah, c'est pas toujours aussi clair. Hein. Je vous ai dit, moi j'ai déjà reçu des trucs de 12, 20 pages, et bah, tu sais pas si c'est des prospectus ou si on te demande quelque chose. Puis dès que ça arrive, même si c'est un prospectus, bah, tu vas devoir te taper les 12 pages à traduire avec un Google Translate, et ça prend pas 30 secondes. Donc, bah, ça peut être, voilà, c'est énergivore en temps et puis en stress, etc. Parce que oui, si on vous coupe l'électricité et que la solution derrière, c'est d'appeler un service qui parle que en japonais pour qu'on vous explique toujours en japonais comment faxer votre monnaie, bah, je peux vous dire que vous n'êtes pas en mode relax. Hein, genre le mode relax max c'est Cool Raoul hein, et que vous avez le blues de Paris, quoi. Alors oui, certains ont repéré cette magnifique référence à une chanson un peu pourrie des années 90 et pour les autres, bah, tant mieux que vous ne connaissiez pas cette chanson. Et au début, vous risquez d'être souvent confronté finalement à ce genre de tension et de moments de stress. Voilà. Bien sûr, vous pouvez les minimiser hein, en prenant des appartements pour gaijin qui sont 100% déjà tout prêts. Vous payez juste, en gros, à un organisme qui vous a mis le wifi dedans, qui vous fait payer l'électricité, qui vous fera payer plus cher hein, que si vous aviez pris un appartement vous-même. Mais vous avez moins de soucis parce que vous n'avez qu'un seul interlocuteur ou en vous mariant avec une Megumi, hein, ou un Juichi qui parle français, voilà, parfaitement, qui est donc super bilingue, bah, comme ça, il fera tout à votre place et vous aurez juste à glander. Ou en ayant fait 15 ans de japonais avant de partir vous installer là-bas. Voilà, ça aussi c'est une solution. Mais bon, hein, dans la plupart des cas, hein, vous vivrez ces moments comme moi, qui ont été un petit peu des moments de solitude un peu stressants. Encore une fois, hein, je ne vais pas vous mentir, on est franc du collier, et puis de toute façon, je vous en ai déjà parlé, plein de fois. Mais voilà, ça m'est déjà arrivé une fois, après avoir fait mon compte bancaire, euh, la première fois que j'ai ouvert un compte bancaire, j'ai eu vraiment envie de rentrer en France. Voilà. Ça a duré 2 minutes seulement, hein, mais j'avais tellement rien compris, c'était tellement la merde. Ça avait duré 2 heures, je devais retourner encore juste après. Moi, je pensais que on m'avait dit ça dure 10 minutes d'ouvrir un compte en banque, elle m'avait gardé pendant 2 heures. Et moi, j'avais cours, donc juste après, j'étais en stress, il fallait vite que j'aille en cours. 2 heures de blabla en japonais, je savais même pas ce que j'avais signé, et c'est des papiers officiels, donc vous dites bah merde, faut pas que je fasse n'importe quoi. Je savais pas ce que ça allait me coûter, ni même si j'avais enfin vraiment un compte bancaire. Alors que je devais absolument en avoir un rapidement pour payer mon loyer, parce que ça faisait déjà 3 mois que je payais mon loyer en liquide, et ça commençait un peu à les saouler. Les mecs, ils me disaient, ouais, enfin, faudrait quand même que tu ouvres un compte bancaire et parce que tu nous payes comme ça, quoi, parce que payer en liquide, nous, on a dit oui pour être sympa, mais on va pas faire ça pendant longtemps. Donc voilà, c'était un peu la merde, et puis j'évite d'autres emmerdes hein, grâce à ça et d'autres stress encore plus grands, hein, que ce jour-là, vraiment, quand je suis sorti de la banque, j'ai eu envie de rentrer à la maison. Voilà, je me suis dit, ah putain, mais je veux être dans un avion et rentrer sur Paris. Ça a duré vraiment 2 minutes, et après je me suis dit, non, mais c'est bon, ouais, t'es au Japon, c'est super, tu kiffes, c'est génial, c'est un mauvais moment, c'est pas grave, et puis on verra, et puis il n'y a pas mort d'homme, et tout va bien. Mais pendant 2 minutes, vraiment, j'étais là à me dire, non, mais je veux rentrer, quoi.
Et souvent, hein, au tout début, les 2 premières semaines, les 3 premières semaines, on va dire, quand il y avait plein de trucs administratifs à faire, quand j'ai dû aller acheter des meubles et que tu parles pas un mot et que tu dois aller au Yodobashi Camera acheter un frigo et tu es là, tu fais: «Mais comment je vais faire? Comment je vais expliquer au mec que je dois me faire livrer à telle adresse, sachant que je sais même pas dire mon adresse?» Quand on me disait: j'ai dû acheter un Wi-Fi et que le mec a dit: «Ah ben non, il faut que vous copiez, vous écriviez vous-même sur le contrat votre adresse». Et j'étais là, je fais: «Mais comment tu veux que j'écrive ces trucs-là?» C'était des kanji écrits en tout petit. C'était impossible pour moi. Donc le mec avait eu la gentillesse, il a vu que je galérais, parce que je lui dis: «Mais je sais pas écrire ça, j'arrive pas à lire, quoi, c'est écrit trop petit». Donc il me l'avait écrit sur une feuille blanche, en grand, et donc j'ai recopié les traits exactement. Ça m'a pris 15 minutes parce que les adresses sont super longues en plus. Voilà, c'est que des moments comme ça où vous vous sentez très seul, et qu'il y a plein de choses, bah, faut prendre sur vous, surtout si vous êtes timide. Alors moi, c'est pas trop mon cas, mais si vous êtes timide, bah, ça va être compliqué, voilà, de pouvoir faire toutes ces démarches, va falloir vous sortir les doigts des fesses. Mais ça peut être aussi une bonne chose, hein, parce que, bah, parfois c'est l'aventure et puis c'est en se donnant des coups de pied aux fesses, bah, qu'on grandit et puis qu'on apprend des choses et puis qu'on a des bons souvenirs, qu'on a des mauvais moments, mais finalement c'est que des moments, et donc voilà, c'est pas le plus grave au final. Et comme je vous le disais, hein, vraiment les premières semaines, bah, ouais, j'ai eu envie de pas forcément envie de rentrer. Voilà, j'ai jamais eu cette envie de me dire: «Ah non, je veux rentrer, qu'est-ce que» mais par contre, je me rappelle souvent, me dire à moi-même, je me rappelle même de marcher un jour sur la Kamogawa, et de me le dire à moi-même, me dire: «Mais pourquoi j'ai fait ça? Qu'est-ce que je fous là?» Mais je disais ça avec le sourire, c'est qu'en même temps, j'étais très content d'être là. Mais tu te dis: «Mais pourquoi je suis allé dans cette galère?» Enfin, quelle idée de venir partir vivre au Japon? C'est tellement d'emmerde au démarrage que mais pourquoi faire ça? Pourquoi j'ai pas décidé de s'expatrier au Québec? Et ce qui était très marrant, c'est que quand j'en parlais avec des amis, d'autres élèves de ma classe, hein, qui étaient dans la même situation que moi, tout le monde se disait la même chose. C'est ça que c'était assez drôle, c'est que la plupart, bon après il y a toujours des mecs qui disent: «Ah moi je m'en fous, hein, c'est génial, c'est super». Bon voilà, il y a toujours des mecs qui se la ramènent un peu, qui vont pas oser dire quoi que ce soit, ou il y a peut-être des gens aussi qui s'en foutent, hein, ça arrive aussi. Mais c'est vrai que moi, beaucoup de gens avec qui je discutais, bah, la plupart c'était ça. C'était pas genre: «Ah je veux rentrer, je suis trop au bout de ma vie, je suis loin de ma famille, c'est trop dur» et cetera. Non, c'était pas ce discours. Mais c'est le discours de se dire: «Mais qu'est-ce que je suis venu faire ici, quoi?» C'est se dire, «Mais pourquoi pourquoi je suis arrivé? Pourquoi je me rajoute toutes ces emmerdes dans ma vie, quoi?» Parce que c'est des petites emmerdes, c'est pas des trucs graves, mais c'est compliqué à gérer. Vous savez rien, vous êtes comme un enfant qui n'a pas les outils, qui arrive pas à communiquer avec les gens, et vous devez faire des trucs d'adultes, donc bah et sans personne pour vous aider. Donc ça peut être, bah, voilà, comme je vous le dis, stressant et compliqué. Donc oui, oui, des moments de stress, vous allez en vivre. Je suis pas là pour vous vendre du rêve, mais comme je vous le dis, bien sûr, tout ça va être conditionné à votre façon de gérer le stress et puis simplement aux aléas de la vie aussi, hein. C'est pas sûr que si vous restez 1 an au Japon, bah, vous vous tapiez comme moi un tremblement de terre monstrueux, un méga typhon, et l'accouplement de Godzilla et King Kong dans votre appartement. Ça se passera peut-être pas comme ça. Mais bon, du stress, il y en aura. Il faut le garder en tête, sans pour autant y penser et faire un focus là-dessus. Faut essayer de le prendre avec philosophie, en se disant qu'on arrive toujours à trouver finalement des solutions, même si sur le moment tout nous tombe dessus et que ça paraît un peu compliqué à gérer. Faut souffler un bon coup et tenter de trouver des solutions et se dire bon, ouais, c'est un petit truc et puis on va se débrouiller, on va faire avec. Car des solutions, il y en a toujours. Il y a Google Translate qui va vous être d'une aide très, très efficace quand vous allez devoir traduire des choses, qui prend du temps parfois, comme je vous le dis, à traduire cette page d'EDF, hein, avec Google Translate, mais ça se fait pas en 2 minutes. Mais pour comprendre ce qu'on vous demande, et cetera, bah, vous allez pouvoir vous débrouiller. Ça va prendre du temps, c'est-à-dire qu'un truc vous auriez dû avoir votre soirée tranquille, bah, finalement vous allez passer 1 heure de votre soirée ou 2 heures à devoir faire un truc administratif chiant. Vous aurez aussi l'aide d'autres Français, forcément, qui seront dans la même galère que vous, ou qui auront connu voilà, ces galères et qui pourront vous aider, qui parleront japonais, et cetera, qui pourront vous soutenir dans ces moments-là, vous donner un petit coup de pouce dans des moments où ça sera plus compliqué pour vous. Il y a le fameux, bah, il y a Internet maintenant aussi, hein. Maintenant, mine de rien, par rapport aux gens qui arrivaient au Japon et où il n'y avait pas de Google Translate, il n'y avait pas de map, il n'y avait pas Internet, où c'était l'aventure. Je ne sais pas comment faisaient ces gens, mais ils y arrivaient, hein. Mais c'est vrai que quand on y repense, on se dit putain, ça devait être quand même sacré galère. Moi, je vous dis, on stresse en arrivant au Japon, mais j'imagine les gens à l'époque où il n'y avait pas Internet. Bah eux, c'était vraiment une vraie aventure, ça avait rien à voir. C'était une puissance 10 000 par rapport à ce qu'on vit nous maintenant.
Et donc voilà, bah, internet, pour avoir, de l'aide, bah, c'est bien aussi, hein. Il y a des vidéos, des questions-réponses. Moi, par exemple, j'ai compris comment marchait la prise de terre en regardant des vidéos sur YouTube, tout simplement, parce que je comprenais pas comment brancher la prise de terre. Bah, une vidéo YouTube m'a aidé pour ça, ou Instagram m'a aidé à éteindre le siège chauffant de mes toilettes. J'avais posé la question sur Instagram en me disant: «Mais comment on éteint ces putains de toilettes?» Et bah, une japonaise m'a répondu en me disant: «Bah, regarde, tu soulèves ce petit boîtier, puis tu appuies sur le petit bouton, en fait, il est caché, il est là-dessous». Je fais: «Ah putain, OK, super». Elle me dit: «Ouais, j'ai les mêmes toilettes, effectivement, c'est compliqué, c'est caché». Et donc voilà. Et ben voilà, je m'en suis sorti comme ça. Et puis les Japonais, eux aussi, sont souvent très serviables, vous le savez. Un de mes amis qui avait souvent des problèmes avec son électricité a été beaucoup aidé, par exemple, par une barista d'un café où on allait tous les matins, qui a même appelé pour lui le service client, qui ne parlait que japonais. Elle est même allée avec lui dans un combini pour payer la facture, lui expliquer comment ça marchait. Bref, faut pas trop s'en faire une montagne. Oui, ça sera stressant. Je vais pas vous dire: «Oh, ça va, c'est easy». Oui, oui, il y aura des stress, il y aura des trucs un peu chiants, de la friction à gérer, mais rien d'insurmontable, vraiment. Et je le dis à chaque fois, hein, mais il ne faut pas que ça soit un point bloquant pour vous. C'est sûrement un rêve dans la vie pour vous d'aller au Japon, je pense, si vous y pensez. Et donc, il n'y a rien de facile. Il y aura des moments awkward, des moments compliqués, mais qui peuvent être pris avec un peu de légèreté et qui feront au final souvent des bons souvenirs à raconter, bah, comme je vous le fais dans mon podcast. Alors, j'ai pas oublié les quelques moments de stress, hein, bien sûr, hein, mais j'en garde de très bons souvenirs au final. Et même, je vous le dis, dans l'ensemble sur place, le fait d'avoir réalisé mon rêve, bah, ça dépassait largement les quelques mauvais moments quand je les vivais. À chaque fois, je gardais quand même le sourire. J'étais pas en mode genre: «Ah ouais, mais non, putain, oh non, mais vivement que je rentre». Alors, si c'est votre rêve à vous aussi, bah, vous freinez pas pour ça, mais gardez en tête que oui, il y aura des moments stressants et compliqués. Et j'ai pas parlé d'un point qui peut être difficile pour certaines personnes, c'est les gens qui n'ont pas l'habitude de se débrouiller tout seuls, ou les gens qui n'ont pas l'habitude d'être loin de leurs proches, qui ne connaissent pas un peu la solitude. Parce que quand on part dans une aventure comme ça, si on est quelqu'un qui n'est pas très social, ou quelqu'un qui a toujours, bah voilà, ses parents ont toujours fait pour lui, et puis on n'est pas très débrouillard, on peut se révéler, hein. Moi, j'étais un fils à papa, enfin, pas fils à papa bourgeois, mais j'étais genre, moi, je faisais rien à la maison. Quand j'étais gamin, je faisais pas mon lit, je faisais pas la vaisselle, je passais pas la spie, enfin, je faisais vraiment rien, quoi. Et puis, bah, le jour où j'habitais tout seul, bah, j'ai appris. Ouais, j'ai appris très vite, et puis j'étais pas genre: «Ah bah, comment on fait?» Mais par exemple, voilà, j'ai un ami qui, lui, pour se débrouiller, bah, même à 30 ans, voilà, il sait toujours pas utiliser une machine à laver, voilà. Et c'est après, bon, c'est des histoires de caractère, hein, voilà, tout simplement. Et donc suivant votre caractère, bah, effectivement, si vous êtes un peu plus, dans le cocon, que vous savez pas vous débrouiller tout seul, forcément partir à l'aventure comme ça, dans un pays où tout sera plus compliqué. Déjà, si vous savez pas faire des choses dans la vraie vie de chez vous, bah, à l'étranger, ce sera encore plus dur. Mais encore une fois, ça peut être un bon coup de pied au cul pour vous aider. Et effectivement, la solitude, l'éloignement. Moi, j'ai déjà vu des gens qui ont quitté l'école parce que bah, être tout seul dans un pays étranger, pour eux, c'était difficile. Voilà, ils n'ont pas tenu. Il n'y a pas de mal. Parfois, on n'est pas prêt. Il y a des gens qui ne sont pas prêts pour faire ça. Il y a des gens qui vont être hyper à l'aise et puis d'autres qui vont pas en être capables. Mais je pense qu'il faut juste connaître ses limites et le savoir parce que c'est un peu con de dépenser tant d'argent pour partir au Japon pour au final bah, pas être capable de vivre tout seul finalement et de se débrouiller, quoi. Faut réfléchir un petit peu avant et je pense que vous êtes capable d'analyser pour savoir si oui, vous allez pouvoir vous débrouiller ou non, si ça sera insurmontable. Mais encore une fois, dans l'ensemble, il n'y a rien d'insurmontable, sauf si vraiment c'est dans votre caractère vraiment très ancré. Sinon, vous allez avoir des mauvais moments, ça va être rigolo, il faudra le prendre avec le sourire. Et oui, il y aura du stress, mais ça fera des bons souvenirs. Mais allez, on stoppe le stress, on a trop stressé, là on va s'aérer l'esprit avec, vous le savez, l'insta de la semaine. Et cette semaine, on va suivre une japonaise qui vit à Tokyo, que je suis depuis, oh là là, très 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 longtemps, et avec qui j'ai même eu quelques petites discussions au fil des années, mais que je ne connais pas vraiment au final, hein. C'est pas une amie, c'est pas quelqu'un avec qui je parle régulièrement, c'est juste ouais, de temps en temps. Bah, vous savez hein, comment ça marche, hein, les réseaux, on réagit à une photo, à une story, on demande ah tiens c'est où ça, c'est joli, etc. C'est un bel endroit. Oui, alors, je parle pas de cette Megumi en disant ah tiens c'est quoi, c'est quelle partie de ton corps, c'est joli, vous en doutez. Je parlais d'un lieu. Et on va discuter 5 minutes, puis on se reparle pas avant 6 mois finalement pour réagir à une autre photo. On va dire ah tiens c'est sympa, c'était quoi ce truc-là, moi je l'ai aussi, puis après on arrête de se parler. Mais bref, j'ai toujours aimé suivre son compte qui est un compte vraiment lifestyle total, hein. Elle traîne souvent à Kamakura en plus, et c'est vraiment chouette de suivre ses aventures entre Tokyo et Kamakura, et de découvrir bah, finalement de nouveaux lieux, de nouvelles adresses sur place.
C'est une mère de famille qui sort avec un gaijin du Sri Lanka, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est même marrant car j'ai vu en fait sa story à elle, vraiment, je l'ai vue avant avec un japonais. Elle était mariée, puis hop, au bout de plusieurs mois ou quelques années, j'ai vu que voilà, il y avait un peu moins cette histoire. J'avais l'impression qu'elle était un peu dans le côté je cherche des gaijins, quoi. Je me dis tiens, c'est bizarre parce qu'il me semble qu'elle est mariée. Et après, j'ai vu un Sri Lankais débarquer sur Instagram, voilà, sur son Instagram. Et ce qui est vraiment drôle, hein, et dont je vous ai déjà parlé, c'est qu'à l'époque où elle était mariée avec un Japonais, on voyait jamais son mec en photo, voilà, ou d'infos sur son mec. Voilà, j'avais compris qu'elle était mariée, mais bah, je sais plus comment je l'avais su, mais c'était quand même, fallait aller chercher, quoi. Et je vous ai dit que c'était très courant sur Instagram de jamais voir le copain d'une japonaise, de pas avoir de photos de couple. Nous, je sais pas, quand on est avec quelqu'un, souvent ça va être ah, regarde, j'ai pris le gros plan où je fais la galoche de ma copine ou de mon copain et je mets ça sur mon profil Facebook en mettant je suis en couple, écrit en police simile. Voilà, bah au Japon, pas trop. Voire pas du tout. C'est-à-dire que le garçon n'existe pas. Que ce soit les photos de vacances, etc. On a l'impression qu'elle part tout seule ou avec leur copine, mais jamais avec leur mec, quoi. Donc on se dit, mais cette fille est célibataire, elle n'a pas de copain, hein, elle est mariée depuis 15 ans. Ah, ok, très bien. Une japonaise, un jour, j'avais posé la question, parce que j'étais quand même, je l'avais remarqué souvent, et je m'étais dit, c'est peut-être moi, mais ça me paraît quand même bizarre. Et une japonaise m'avait expliqué que, bah, qu'en fait, souvent, ils faisaient ça parce que c'était au cas où. Bah oui, au cas où, bah, finalement, ils divorcent, les gens soient plus ensemble, ou ça casse, tout simplement. Ça posait moins de problèmes, du coup, comme ça, vu que le mec était pas sur les photos, il n'y avait pas besoin de supprimer toutes les photos d'Instagram où il était, parce que, bah oui, on peut pas garder une photo, il y a son ex dessus, mon Dieu, c'est affreux. Euh, donc voilà, c'est la mentalité japonaise qui est un petit peu étrange, hein, vous le savez, c'est une culture qui est très différente. Et justement, c'est très différent parce que depuis qu'elle est avec son gaijin, ah bah là, c'est jour et la nuit, hein. On le voit dans toutes les stories, dans les photos, c'est le big love. On les voit bras dessus, je fais des bisous, je t'ai pris en photo 45 milliards de fois, tout va bien. Un vrai petit couple à l'européenne, quoi. Mais bref, j'aime bien suivre son compte, vraiment, car c'est vraiment de la vie de tous les jours. Et puis j'aime beaucoup Kamakura, donc avoir un peu de lifestyle sur Kamakura, bah, ça me fait plaisir. Et la petite anecdote, la dernière, que je trouve assez drôle, qui est assez très bas de niveau, mais elle m'a fait beaucoup marrer, c'est son copain sri-lankais qui s'appelle donc Anu, Anu, Anu. Et un jour, bah, Anu, pour lui faire plaisir, lui, il a fait de la cuisine et il a fait du curry. Et donc elle a pris cette magnifique photo en mettant bah, le curry d'Anu en photo, en écrivant le curry d'Anu, c'est délicieux. Et le plat était, disons, voilà, bien légendé, hein, le curry d'Anu. Et si vous avez compris la blague, voilà, en voyant un curry, je ne sais pas si vous avez déjà vu la gueule d'un curry, c'est marron, marronasse, etc. Voilà, le curry d'Anu, ça m'avait fait beaucoup rire. Voilà, c'est très scato, je sais, mais parfois l'humour pipi caca, ça marche. Mais allez, sortons cet humour scato pour aller faire les courses sur Osaka, et ça n'a strictement du coup rien à voir. So now you're here again, knocking at my door. Et oui, car aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire Let's go to the mall. Et oui, encore une fois, on pré-balle sur Kyoto la semaine dernière. Cette fois, on va aller dans la ville du shopping. Enfin, dans le Kansai, en tout cas, la ville du shopping dans le Kansai. Osaka, car oui, pour moi, Osaka, j'y allais principalement, je dois l'avouer, quand je devais faire du shopping, que j'allais m'acheter un nouveau pull, un nouveau pantalon, que je voulais faire du lèche-vitrine. Et un de mes points de chute, souvent, bah, c'était Namba Parks, dans le centre-sud, on va dire, d'Osaka. Bon, on va forcément parler magasin, hein, mais parlons de son point fort principalement à ce centre commercial, bah, c'est que c'est joli, c'est kawaii, comme on dit. Bon, je ne sais pas si on peut dire vraiment d'un immeuble qu'il est kawaii, mais en tout cas, il est joli, il a de la gueule. Car oui, le bâtiment est vraiment, bah, il est beau, il a de la gueule, en forme de vague. Il y a des étages en terrasse qui montent petit à petit comme ça, avec un très grand rooftop aménagé en haut bah, du building. Il y a des illuminations de toute beauté, voilà, le soir, etc. Non, franchement, c'est super beau comme centre commercial et il me fait un petit peu penser à celui de Canal City, pour ceux qui connaissent sur Fukuoka. Mais je pense qu'il est même plus beau que Canal City. Après, ça fait très longtemps que je suis pas allé à Canal City, donc je me souviens pas vraiment. Et comme tout centre commercial, bah, vous avez des tonnes de magasins, vous allez retrouver un cinéma, le fameux Starbucks, c'est un centre commercial sans Starbucks ou une rue sans Starbucks au Japon, c'est pas normal. Un espace pour faire des cours de cuisine, où on peut voir les gens, les petites Megumi s'entraîner à la cuisine. Bref, je vais pas vous dire qu'il a une originalité de fou hein, au niveau des magasins, ça serait mentir, ça reste un centre commercial, voilà, un grand centre commercial, mais comme les autres. En haut, vous avez aussi les fameux 2 étages de restaurants, et pas loin, vous avez une galerie au rez-de-chaussée assez hype, assez sympa, moi que j'aime beaucoup.
Mais non, si j'aime bien l'Amba Park, c'est plus pour la beauté et l'architecture du lieu. J'aime bien y aller et magasiner, plus, pour me balader que pour les magasins en lui-même finalement. Ça fait en plus toujours plaisir de se poser sur les gros canapes, avec la vue sur l'allée en dessous. J'ai déjà fait quelques quelques grosses pauses, grosses fatigues dans ces canapés avec des potes, avec une grosse balade sur Osaka et puis on finit vers un Namba Park, c'est un peu crevé après avoir acheté un truc à manger ou acheter, des fringues pour je ne sais quelle occasion et se dire: «Allez hop, on se pose 5 minutes dans les gros canapes» et ça fait plaisir. La terrasse aussi est un coin qui est vraiment sympa, je vous en ai parlé pour se poser. Je me souviens avoir acheté un Pablo Cheesecake un jour avec un ami, dans le centre-ville et on savait pas vraiment du coup où se poser pour le manger. Car faut le dire, Osaka pour moi, c'est pas la ville des parcs, hein. C'est pas trop ça. Je trouve du coup on avait marché, bah, une dizaine, une quinzaine de minutes jusqu'à Namba Park parce que je m'étais dit: «Mais où est-ce qu'on peut se poser?» Puis je me suis dit: «Oh Namba Park, pourquoi pas?» Et voilà, sur la terrasse, juste pour avoir un coin pour se poser et manger tranquillement. Et oui, Namba Park, c'est un peu mon parc, voilà, au final, pour me poser. Vous le savez, moi, c'est le gros reproche que j'ai sur Osaka. C'est sans aucune mesure avec une ville comme Tokyo, hein, je trouve, qui regorge de petits parcs un peu partout, de coins tranquilles, alors que dans le centre d'Osaka, bah, pas tant que ça. Il y en a, mais je les trouve pas vraiment sympas, on va dire. Bref, Namba Park, pardon, j'aime beaucoup ce centre commercial. Principalement, vous l'avez compris, pour son architecture, sa verdure et son côté, bah voilà, c'est kawaii, hein, avec les illuminations co. Si vous voulez faire du shopping, bah oui, c'est mon mal sûr, mon mall sûr, comme mon gars sûr, quoi. Mais on va en centre commercial, on y va, je pense principalement parce que c'est joli, hein. Parce que au final, même s'il y a toutes les grandes enseignes, on retrouve les mêmes un peu partout, hein. Que ça soit à Umeda, le quartier central des gares à Osaka, ou bien même à Kyoto, toutes ces anciennes-là, vous pouvez les trouver peut-être dans des magasins qui seront plus petits, vous aurez peut-être un petit peu moins de choix, mais au final, voilà, vous trouvez exactement les mêmes choses. Mais allez, il est temps de passer au coup de cœur de cette semaine. Et mon coup de cœur cette semaine est lointainement lié au Japon. Alors pourquoi lointainement? Je sais même pas si c'est français lointainement, je suis en train de me demander, mais bon, je pense que vous m'avez compris, hein. Mais comme vous le savez, je ne sais toujours pas quand je vais pouvoir décoller entre mon dossier qui n'avance pas entre Tokyo et le Canada et les frontières qui sont fermées, c'est plus que compliqué de s'imaginer une date de départ. Et donc, bah, encore plus compliqué de s'imaginer son futur chez soi. Et pourtant, pour garder une petite lueur d'espoir, de temps en temps, je me laisse aller, je vais divaguer, je traîne, oui, des sites de décoration, ouais, des sites de décoration ou de meubles pour glaner des idées ici ou là de la future déco de mon appartement. Oui, je vous voyais venir les gros cochons, mais non, c'était vraiment cette envie de nouveaux meubles et de décoration. C'est des choses que je pourrais acheter et qui seraient cool d'avoir, car oui, vous le savez aussi, je suis une nomade, je vis de Airbnb en Airbnb. Ça va faire maintenant plus de 3 ans que je vis dans des appartements qui ne sont pas chez moi au final. J'ai pas mes meubles, j'ai pas d'affaires, en tout cas pas plus que ce qui ne rentre dans une valise. Bref, j'ai une très grosse, très 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 grosse envie d'avoir mon stuff, mon chez moi, d'avoir ma décoration, le canapé que j'ai choisi, la platine vinyle que j'ai choisie, etc. Du coup, je regarde quel setup bah, je pourrais faire pour avoir un bureau agréable. Parce que je me dis pour l'instant, moi je travaille avec un seul laptop et je rêve le jour où je vais pouvoir retrouver bah, le multi-écran. Parce que à l'époque où vous découvriez les écrans 15 pouces et que vous étiez content d'avoir un gros écran, moi à mon travail j'avais déjà 4 écrans 17 pouces. J'étais un gros malade, hein. Je ne pouvais pas travailler sans 3 écrans. Depuis très longtemps, hein, quand les gens venaient chez moi, ils avaient l'impression d'être dans la bourse. Et c'était pas l'époque où les gens avaient l'habitude d'avoir des grands écrans ou des petits écrans. Donc là, bah, moi, c'est vrai que je me suis habitué maintenant à travailler sur un écran de portable, hein, sur un 16 pouces. Mais voilà, ça me manque un peu et j'aimerais bien avoir, peut-être pas avoir trois quatre écrans comme j'avais avant, mais au moins avoir un très grand écran, ça serait déjà sympa. Donc voilà, je m'imagine et je regarde les setups de gens qui ont des beaux bureaux, qui ont caché leurs câbles, comment ils ont fait, etc. D'avoir un truc pratique pour bosser, ou alors quel sera mon futur setup de café, voilà, pour faire mon café filtre, qu'est-ce que je vais acheter, est-ce que je trouve des tasses sympas, quelle cafetière je vais acheter,
quel grinder, comment on appelle ça en français, un grinder, c'est pas un broyeur, mais vous avez compris, voilà. Sinon vous cherchez sur Google et je vais chercher après parce que je ne trouve pas le mot en français, c'est ridicule. J'ai l'impression d'être Jean-Claude Van Damme. Donc voilà, surtout que mon anglais est pourri, donc c'est un peu débile d'avoir des mots en anglais comme ça. Mais voilà, j'ai hâte je regarde un petit peu, je cherche un petit peu ce que je pourrais acheter, comment je pourrais ranger tout ça, avoir des idées, des petits meubles, de la déco, des astuces pour rendre mon futur appartement plus agréable en n'ayant pour le moment aucune idée de à quoi il va ressembler, ni de la superficie de celui-ci, ni de son agencement, ni de sa localisation, ni de la date d'emménagement. Bref, je ne sais rien, rien du tout. Je vis donc dans un monde parallèle, virtuel, le métaverse de Nicolas, où je pourrais avoir un chez moi. Et au passage, si vous avez de bons sites de déco d'intérieur, d'ameublement, de trucs, voilà, de gens qui donnent des idées, etc., qui posent des jolies photos divers et variés de déco, d'aménagement de maison, de meubles, etc., de trucs sympas sur l'agencement intérieur, je suis preneur. Faites-moi tenir et rêver en attendant qu'un jour j'ai des clés d'un chez moi au Japon et que je puisse un peu l'aménager. Bon, le problème c'est que partir au Japon, ça va me coûter quand même pas mal d'argent, donc je ne pourrais pas non plus mettre une blinde dans mon aménagement, surtout qu'il faudra tout que j'achète parce que j'ai quasi rien à part un ordinateur portable, hein. J'ai aucun meuble, j'ai pas de télé, j'ai rien, je dois repartir de zéro, donc ça va me coûter quand même bonbon. Mais je vais essayer quand même de me faire un petit peu plaisir et d'avoir un vrai chez moi sympa. Donc oui, mon coup de cœur cette semaine, c'est de surfer sur les internets pour regarder de la déco et des meubles ou des setups sur YouTube de gens qui font des setups de café ou des setups de bureaux pour télétravailler. On en est là, c'est moche, je sais, mais vous savez ce qui est encore plus moche, c'est que c'est la fin de cet épisode, oui. Je vous dis donc bonne semaine à tous et je tiens à rappeler un truc car merci, un des auditeurs m'a prévenu et c'est vrai que je voulais en parler au début, j'ai oublié. Maintenant on peut donner des notes sur Spotify, ce qui n'était pas le cas, donc n'hésitez pas à noter le podcast et dire que vous kiffez ce podcast. Et je remercie toujours les gens au passage qui donnent des notes sur Apple Podcast et qui laissent des commentaires en plus, ça me fait super plaisir. Les derniers messages étaient vraiment super mignons et ça m'encourage encore à continuer parce que parfois après 157 épisodes on se dit est-ce qu'ils aiment toujours écouter mon podcast et franchement de lire tout ça ça fait vraiment très très plaisir. Il y a même un jeune garçon de 10 ans qui a mis un petit message sur Apple Podcast pour lui dire que il apprenait beaucoup de choses et alors je suis désolé parce que je raconte parfois des bêtises, voilà, c'est pas très sympa pour un garçon de 10 ans mais je suis content, voilà, s'il peut découvrir du Japon et lui faire découvrir, ça me fait énormément plaisir parce que peut-être que dans 10 ans il partira au Japon et que je l'aurais peut-être aidé un petit peu, donc voilà, c'est chouette, je suis content. Et puis tous les messages super sympas que vous laissez, continuez, voilà, ça fait connaître le podcast en plus parce que plus il y a de notes, plus il y a de messages, plus les algorithmes, les méchants algorithmes vont vous faire monter et vous faire connaître. Vu que je fais pas de pub moi à côté, que j'en parle à personne, que je suis pas venez liker et tout, etc., c'est le seul moyen de faire connaître le podcast. Après, je pourrais me bouger les fesses et le faire moi-même. Mais voilà, ça me fait plaisir et vous faites connaître le podcast. Donc, n'hésitez pas à aller voter maintenant sur Spotify, à mettre une petite note ou même à le faire sur Apple Podcast si vous n'avez jamais fait. Vraiment, je vous le dis, c'est pas juste pour faire monter les scores, etc. Parce que ça ne me change pas grand-chose à ma vie. Mais juste, les messages me font vraiment énormément plaisir. Et je tiens à vous remercier pour ça. Et sur ce, on arrête et je vous dis donc à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Comme d'habitude, ciao, bye bye, matane.週に腰掛ける椅子をたくさん集め寝ているのは一人か二人順番に待ち時間を利用する犬はベランダで目立とうとして水をこぼす誰かが笑って明後日のカレンダー間違い探しの旅に出る電球機から天気予報を順番に予想して占って部屋から出るのは一人私公共手段迷いなくかかりつけの医者にお願いする